Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils pour votre vie sportive et votre vie perso. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables et inspirantes, alors ce podcast est fait pour vous. L'épisode du jour a une saveur nippone. J'ai pu rencontrer Camille Lecointre, une voileuse comme elle dit, qui va participer à sa 3e Olympiade à Tokyo cet été. En 2016, elle a déjà été médaillée de bronze et depuis, elle relève tous les défis et ne manque pas d'ambition. Nous avons pu parler de son statut de favorite, de la force de son équipe, mais aussi de sa maternité, qui est un fabuleux exemple qu'une femme peut très bien jongler entre ses casquettes de super maman et d'athlète de haut niveau. Pour moi qui suis sur le point d'être papa pour la 2e fois, ça m'a donné un énorme shot de motivation. Vous le verrez, la batterie de mon matériel m'a joué des tours durant cet épisode, mais rassurez-vous, j'ai pu sauver le coup et j'ai fait des miracles au montage. Mais je m'excuse d'avance pour les petites coupures qu'il peut y avoir. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Si vous aimez la voile notamment, je vous recommande les 2 épisodes 16 et 17 avec Yves Le Blévec et Aurélien Ducrot, qui sont 2 voileux au parcours vraiment atypique. Ensuite, si vous souhaitez soutenir le podcast, un des meilleurs moyens de le faire est tout simplement d'aller mettre une note sur iTunes. Ça prend 30 secondes et ça m'aide notamment à trouver des sponsors, car je ne vis toujours pas du podcast, et aussi à trouver des sportifs de plus en plus inspirants en leur montrant que vous êtes nombreux à aimer le podcast. Vous pouvez également partager le podcast sur Instagram en prenant une capture d'écran pendant que vous écoutez un épisode et en le partageant en story. Taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite pour vous partager le nom du podcast, c'est extraterrien.podcast. Enfin, pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin sur les curseurs de la performance, à la fois sportive et professionnelle, je tiens une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place tout de suite à mon invité du jour, Camille Lecointre. Allez, salut Camille. Salut. Bah écoute, je suis hyper content de te rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup de prendre le temps et d'être venu me chercher à la gare de Brest. Merci d'être venu jusqu'à Brest. Bah écoute, c'est un grand plaisir. Je découvre Brest, tu vois. C'est la première fois que je viens. C'est une ville un peu mythique, tu vois. C'est le bout de la Bretagne. C'est la pointe de la France, tu vois. Un le peu. Départ de grande course aussi. Exactement. Ouais. Donc plein de bonnes choses. Et donc toi, tu es, comment on dit? On dit navigatrice. On dit tu es une marine. Je suis un peu entre les deux. Je suis pas vraiment une navigatrice parce que ce que je fais, c'est pas de la course au large, mais on dit souvent dans le jargon, on dit voileuse. Voilà, donc tu es une voileuse exactement. Ouais. Et bah, juste avant de commencer, voilà, moi, je pose toujours la même question. C'est un peu la tradition sur ce podcast-là. On l'aime bien. On aime bien un peu remonter un peu chronologiquement pour comprendre qui tu es. Et c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Alors mon premier souvenir marquant, c'est ma première compétition en voile. En fait, ça s'appelait la Coupe de Boulanger. Je crois que c'était en 93, si je me trompe pas. Et en fait, c'est ma première compétition en voile. Ce jour-là, il y avait tellement pas de vent et beaucoup de courant que j'ai pas réussi à couper la ligne de départ. Donc carrément, la ligne de départ, c'est pas couper la ligne d'arrivée, c'est couper la ligne de départ. On reculait sur la ligne et malgré tout ça, en fait, la remise des prix, j'ai été récompensée parce que j'étais la plus jeune, donc j'ai eu ma première coupe à ce moment-là. Donc d'accord. Ça, c'était, alors que tu n'avais même pas passé la ligne. Voilà, donc c'était un bel encouragement. Je pense quelque part, ça m'a peut-être fait un peu continuer. Ouais. À quel âge t'as commencé à aller sur mer du coup? Donc j'ai commencé au Havre à l'âge de 7 ans, donc en école de voile. Sur un optimiste. Ouais, sur un optimiste. Donc les premiers stages se font sur les bassins au Havre, et puis ensuite au bout de 2-3 stages, c'est en pleine mer. Donc voilà, ça s'est fait l'année d'après, quoi. Ok, génial. Et du coup, c'est quand même super marrant que ta première médaille, ce soit pour la récompense de la jeunesse et comment est-ce que tu as eu le virus du sport du coup? T'aimais perdre ou à l'époque Alors, parce que j'ai cru que t'avais l'esprit de la gang maintenant donc.
Bah, je pense que ouais, j'aimais bien le sport, j'aimais bien bouger. En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais 2 sports que je pratiquais en compétition. Il y avait la gymnastique et la voile. Et au bout d'un moment, bah, il a fallu choisir parce que les compétitions, bah, en même temps, c'était toujours les week-ends. Donc, bah, j'ai choisi la voile parce que voilà, c'est là où je me sentais le plus à l'aise. Finalement, je crois que c'est ce que j'aimais le plus. Même si j'ai beaucoup aimé mes années de gymnastique. Ok. T'as une famille de voileux? Pas du tout. Mes parents n'ont jamais fait de bateau, mais c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont lancé là-dedans. C'est que je pense que ils avaient envie eux-mêmes peut-être d'apprendre à naviguer, et c'est pour ça, je pense qu'ils m'ont inscrit dans un club de voile. Et depuis, tu les as emmenés du coup pour les remercier? Pas souvent. Ouais, pas souvent. Bon, allez, ce sera peut-être la récompense pour les prochaines vacances alors. Voilà. Ouais. J'ai vu aussi que tu avais eu un parcours étudiant complet, que tu étais allé jusqu'au bout de tes études. Tu as fait une école en donc j'ai eu agronomie, non? J'ai eu un master en chimie marine. Chimie, pardon. Ouais, donc que j'ai effectué sur Brest. Bah, j'ai pris le temps de le faire. J'ai eu pendant plusieurs années du coup un double cursus, un cursus sportif et universitaire. Ouais. Donc j'ai dû dédoubler certaines années, mais finalement j'ai été diplômée en 2010. Donc c'était une bonne satisfaction, et c'était aussi un domaine qui me plaisait beaucoup et qui aurait pu me plaire si j'avais choisi cette voie-là, quoi, de faire de la recherche en chimie marine. Ouais, puis c'était peut-être aussi une porte de sortie si jamais. Voilà, au début on le voit comme ça, on se dit que c'est peut-être une porte de sortie si tout se passe mal, et puis finalement c'est aussi une satisfaction personnelle de l'avoir fait. Et je sais pas si je m'en servirai un jour, mais en tout cas c'est dans la poche, quoi. Ok, trop cool. On dit souvent que la voile c'est un sport qui s'apprend avec le temps, et l'expérience on peut pas la griller, en fait, si tu veux, on peut pas aller plus vite. Toi, c'est à quel moment que tu as commencé à te dire que tu pouvais en faire ton métier et que tu pouvais devenir une athlète de haut niveau? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou un moment un peu déterminant? C'est vrai qu'en voile, on nous répète ça un peu dès le début, que tout prend du temps, que c'est un sport à expérience, et moi je pense que le déclic où je me suis dit que je pouvais peut-être en faire mon métier et aller aux Jeux Olympiques, c'est arrivé surtout dans mes premières années de 470, donc qui était le bateau olympique, et quand j'ai vu qu'on avait des bons résultats avec ma coéquipière de l'époque et qu'on pouvait peut-être toucher une sélection olympique, et là je me suis dit faut que je m'engage à fond là-dedans. Je pense que la prochaine sélection elle est pour moi, elle est pour nous, et donc là j'ai commencé à y croire. C'est vraiment en intégrant le pôle France voile de Brest aussi, donc on était au contact de grands champions, de sélectionnés olympiques aussi, donc ça a été un petit peu des modèles aussi, des sources d'inspiration, quoi. Il y en a qui t'ont marqué un peu plus que d'autres? Il y en a qui m'ont marqué, et puis ça a été aussi par exemple, il y a eu Faustine Méret en 2004 qui a été championne olympique, donc qui est brestoise aussi, et puis il y a eu aussi mes entraîneurs, Gilda Philippe qui est toujours mon entraîneur, qui a été sélectionné en voile en 2000 et en 2004. Et Nico Lebert aussi, qui a été sélectionné en 2004, qui a été un de mes entraîneurs. Donc c'est des gens que j'ai côtoyés. Il y en a eu d'autres. Il y a Félix Pruvot. Il y a eu pas mal de sélectionnés olympiques sur Brest qui m'ont fait rêver à un moment donné, quoi. Ok, trop cool. Franchement, et c'est bien. J'ai l'impression qu'il y a dans la voile un petit peu plus que dans les autres sports, il y a vraiment un esprit de famille, tu vois, où ça se transmet de génération en génération. Et est-ce que toi c'est quelque chose, du coup ça a l'air d'être quelque chose qui t'a vraiment porté vers le haut, et est-ce que toi tu confirmes que effectivement dans l'équipe de France de voile il y a un petit peu cette alchimie, cette entraide qui est assez spécifique à la voile? Je pense, en plus le fait qu'on ait des carrières longues, ça permet à plusieurs générations de se croiser. Mes premières sélections olympiques, j'étais pas parmi les plus jeunes, mais il y avait aussi des gens pour qui c'était la 5e Olympiade, donc forcément on s'inspire de ces gens-là. C'est unique, ouais. Et puis maintenant moi c'est ma 3e Olympiade, donc ma 3e sélection, donc je pense qu'il y a aussi des jeunes pour qui c'est leur première sélection, ou même ma coéquipière Aloïse pour qui ça va être ses premiers jeux. Et je sais que ces jeunes-là sont des fois en demande de comment t'as vécu ça, et donc nous on aime bien partager aussi nos expériences. Ok. Mais t'as mentionné ta coéquipière Aloïse. T'as fait plusieurs Olympiades avec des partenaires différents, t'as eu des titres avec des coéquipières différentes. Comment est-ce que les équipes se créent? Comment est-ce que vous vous rencontrez? Comment est-ce que vous vous dites allez on y va ensemble?
Donc sur le 470, en fait, on fait un équipage pour un certain nombre d'années, au minimum 4 ans pour une Olympiade, parce que ça demande beaucoup de synchronisation à bord, de coordination, d'organisation des rôles à bord. Ouais. Donc ça demande vraiment 1 ou 2 ans, enfin au moins 2 ans pour se caler. Donc c'est important de bien choisir avec qui on va partir parce qu'on s'engage sur quand même du long terme. Ouais. Et comment on se choisit, c'est un petit peu c'est un petit milieu, donc déjà on se connaît un peu tous entre nous, et ensuite moi ce que je mets souvent en avant, c'est l'engagement personnel de la personne avec qui je vais naviguer. Et Aloïse, comme toutes mes précédentes coéquipières, c'était des filles qui étaient super motivées et qui étaient aussi motivées que moi, on va dire, et donc qui avaient faut qu'on ait les mêmes centres d'intérêt, la même implication dans le projet, et en général ensuite tout se passe bien. C'est pas forcément une histoire de caractère compatible ou pas. De toutes les équipières que j'ai eues, elles étaient toutes très différentes. Ouais. Et en fait, il y a pas forcément de règle, quoi. Vraiment, la règle, c'est de s'investir et d'être sérieuse. Et voilà, il y a une histoire de gabarit aussi et d'expérience, mais avant tout, c'est l'engagement, l'ambition en commun, qui fait qu'on va faire équipe ensemble. Ok. Et du coup, il y a 4 ans, comment est-ce que tu as rencontré Aloïse? Il me semble que vous vous connaissez du Pôle France. Aloïse, je la connais depuis longtemps en fait. Elle s'entraînait au Pôle France de Brest aussi. Avant qu'on navigue ensemble, je l'ai entraînée. J'étais monitrice de voile quand j'étais étudiante pour gagner un peu d'argent. Okay. Et elle faisait partie de l'équipe d'optimistes que j'entraînais. Donc c'est les premiers moments on s'est connus. Donc ça c'était il y a une dizaine d'années. Donc ça c'était assez rigolo. Okay. Et puis donc elle était au Pôle France, et je sais que moi après les Jeux de Rio, j'ai fait une petite pause dans ma carrière, une pause maternité, et quand j'ai voulu reprendre, je savais qu'Aloïse était peut-être en train de chercher une équipière aussi, donc on s'est contacté à ce moment-là. Ouais. Voilà. Bon, t'as mentionné du coup ta maternité. C'était un sujet que je voulais aborder pour toi, parce que comme je viens de te le dire, moi je vis on va dire ma première parentalité, ma première paternité à 100%. Et c'est un moment hyper important pour moi. Et du coup, j'avais quelques questions un petit peu par rapport à ça. Et la première, c'était: est-ce que tu avais prévu à l'avance de revenir sur le circuit? Parce que aussi, pour les auditeurs qui te connaissent pas, tu as eu une médaille de bronze au JO, une super belle médaille. Tu fais partie des meilleures mondiales à ce moment-là. Vous êtes un super équipage. Et tu choisis de faire ce choix personnel qui est super beau. Est-ce que tu avais prévu de revenir, ou est-ce que c'est venu, ou tu t'es laissé un peu le choix? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé dans ta tête l'après Rio 2016? Oui, alors après les Jeux, c'est une période où on reconstruit pas mal de projets. Faire un enfant à ce moment-là, c'était pas forcément mon premier projet. J'avais l'intention de repartir sur un autre type de bateau olympique. D'accord. Et de me lancer sur un nouveau support, nouvel équipier ou équipière, et puis au final ça s'est pas forcément passé comme je le voulais, et donc le projet, on va dire enfant, il est revenu sur le haut de la pile. Et toute cette période où j'étais enceinte, donc j'ai pas navigué parce que c'était aussi un moment où mon projet avec Hélène de France, ma coéquipière de Rio, s'était arrêté, donc je savais qu'il fallait que je reforme un équipage, donc je me suis dit non, je prendrai le temps de le faire à la fin de quand je reprendrai, quoi. Ouais. Et puis il y avait ce désir, j'avais envie de continuer à naviguer. Par contre, c'était vraiment l'inconnu, je savais pas du tout si j'allais être capable de reprendre en ayant un enfant. C'était vraiment l'inconnu, et donc j'ai vraiment attendu que mon enfant soit né, que quelques mois soient passés pour me dire peut-être que maintenant je suis à peu près capable de remettre les pieds sur un bateau, on va voir ce que ça donne. Mais vraiment c'était vraiment l'inconnu, quoi. J'avais pas forcément de modèle à ce moment-là sur qui m'appuyer. C'est sûr qu'il y en a pas beaucoup des femmes qui reviennent, tu vois. Bon, après dans le tennis, il y en a de plus en plus, tu vois. Je pense à Justine Henin et Kim Clijsters, qui sont toutes les deux revenues numéro 1 mondiale, plus de Belges et tout, donc c'est super cool, tu vois. On voit Sarah Ouramoun dans la boxe. Elles disent toutes qu'au début c'est très très compliqué, quoi.
les premiers entraînements sont fatigants, quoi. La reprise a été très dure. Je me rappelle de souvenirs d'entraînement à Brest où je disais à Loïs, oh là là, c'est la catastrophe. J'arrive même plus à aborder ma voile, j'arrive plus à tirer sur les bouts. J'avais les mains complètement abîmées parce que toute ma corne était partie. Voilà, on se demande un peu si on va réussir à retrouver ses capacités physiques. Et bon, après ça met du temps, mais bon, voilà, ça c'est à prendre en compte dans j'ai sa l'impression carrière. que t'es revenue encore plus forte. Tu peux nous dire ce que ça t'apporte? Et ouais, c'est vrai que les résultats avec Aloïs ont été bons presque dès le début. Une de nos premières compétitions ensemble, c'était la Coupe du Monde de hier en 2018. Donc mon petit Gabriel avait 6 mois, donc c'était vraiment encore tout neuf. Tout récent, voilà, et on gagne. Donc en fait, là, ça m'a vraiment encouragée. Je me suis dit qu'en fait, c'était vraiment possible de faire les deux, et même si c'était compliqué des fois, ça empêchait pas de faire des bons résultats. Ouais. Malgré la fatigue, les nuits courtes et j'avais réussi à survivre à une semaine de compétition en dormant pas beaucoup. Ok, super. Et il y a des choses que tu as dû changer un petit peu dans ton organisation, j'imagine? Oui, il y a beaucoup de choses. Déjà. Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui nous écoutent. et j'ai franchement, moi, je vois ma conjointe, je vois des sportifs de haut niveau comme toi. T'es la première maman que j'ai sur le podcast pour être transparent avec toi. Mais c'est possible, quoi. C'est vraiment possible, et j'ai vraiment envie de partager un petit peu quelques tips. Alors c'est possible, même si on va pas se mentir, financièrement c'est carrément plus dur parce que la particularité, mon cas, c'est aussi que mon mari il est entraîneur sur le circuit, donc c'est pour ça aussi que j'emmène mon petit garçon avec moi, c'est qu'on voyage tous les trois ensemble. Il y a pas le choix, en fait, il y a personne qui reste à la maison pour le garder, donc il faut forcément l'emmener. Donc après, ça demande une organisation, c'est-à-dire que je peux pas me loger avec le reste de l'équipe de France parce que je suis un cas un peu particulier. En plus, mon mari entraîne une équipe étrangère, donc c'est un peu les concurrents aussi. Donc on loge en famille et on est beaucoup accompagnés par mes parents, mes beaux-parents. Donc c'est eux qui souvent viennent garder le petit, et de temps en temps, on se débrouille avec des babysitters qu'on trouve sur place ou qu'on débauche dans notre crèche. Voilà, on trouve un petit peu des solutions à droite à gauche, et voilà, ça demande beaucoup d'organisation, plus de logistique parce qu'il faut organiser tout, l'hébergement, les billets d'avion, le billet de la nounou, voilà, c'est... Ouais, t'as quelque chose on va dire, t'as une... Bon, j'aime pas ce mot, mais c'est un peu le cas. T'as une petite charge mentale en plus à assumer. Complètement, complètement. C'est un gros dossier. Donc, si je m'occupe de ça, du coup, je peux m'occuper de moins de choses. Donc, il a fallu aussi répartir un peu les autres choses dans notre équipage et avec mon entraîneur aussi, parce que l'entraîneur est vraiment inclus. On est plus un trinôme qu'un binôme. Ouais. Et donc, ils ont ma coéquipière Aloïse et Gilda, mon entraîneur, ont été vraiment hyper compréhensifs, et donc on a dû changer aussi quelquefois les horaires. Je sais souvent on fait pas de choses tard le soir parce que moi j'aime bien rentrer suffisamment tôt pour passer un peu de temps avec mon fils et pour avoir le temps de le baigner, de le coucher, avant qu'il aille dormir. Et puis souvent, du coup, on fait plus de choses le matin, les briefings le matin. L'avantage d'avoir un enfant, c'est que des fois on se lève plus tôt que d'habitude, donc ça permet de faire une séance de sport quand personne n'est encore vraiment réveillé dans l'équipe. Ouais. Donc voilà. Et puis il faut gérer aussi la fatigue. C'est vrai que moi, de partir avec mon enfant, ça crée aussi plus de fatigue, donc il faut aussi gérer la charge d'entraînement. Ouais, en fonction de ça. Voilà. Ouais. Okay. On sait qu'on pourra pas s'entraîner autant que les autres, mais le plus important, c'est de le faire mieux que les autres et de le faire le plus efficace possible, quoi. On fait la chasse à la perte de temps, et moi je le fais d'autant plus parce que je sais que c'est du temps que je peux passer avec mon fils, quoi. Bon, c'est génial. En tout cas, tu montres que c'est possible, quoi. Il suffit juste un peu de s'organiser, de penser un peu les choses différemment, de se remettre un petit peu en question son agenda, son organisation, et finalement c'est jouable. Mais du coup, tu peux nous dire un peu ça ressemble à quoi une semaine avec Camille? Avec Gabriel, donc Gabriel, donc quand on est à Brest en entraînement, donc souvent donc le matin je vais le déposer à la crèche vers 9h, et ensuite j'en profite pour faire une séance de sport, en général la matinée. Préparation physique. Préparation physique, ouais. Et
ensuite, ça arrive des fois qu'on se croise avec mon entraîneur Aloïs pour soit faire un briefing de quelque chose qu'on a laissé en plan. On a aussi beaucoup de préparation du bateau, donc ça c'est des choses que je fais dans la journée aussi. Quand il y a un entraînement sur l'eau de prévu, on va naviguer l'après-midi. Et puis en général, on rentre vers il y a 3 heures de navigation à peu près. On rentre vers 4h30, 5h et ce qui fait que je peux aller le rechercher à la crèche vers 5h30 quoi. Ouais, donc finalement tout roule quoi. Et vous naviguez tous les jours quasiment ? Alors on navigue pas tous les jours, on navigue à peu près sur une année, on navigue à peu près 180 jours par an, 180-200 jours par an. Ouais. Donc, voilà, mais c'est surtout qu'on a aussi en plus les séances de préparation physique, donc à terre. On a aussi beaucoup de préparation de notre matériel, de notre bateau, ça, c'est le du matériel temps à maintenir en bon état, le bateau à préparer, les petits bouts sur le bateau à changer. Voilà, ça prend aussi pas mal de temps. Ouais. Et sur la préparation physique, je suis hyper curieux. J'ai beaucoup d'amis qui sont préparateurs physiques. Qu'est-ce qu'il faut travailler quand on est voileux? Bah ça dépend des postes du poste qu'on occupe à bord, mais aussi du type de bateau. En 470, on a les compétitions durent une semaine, donc il faut quand même avoir beaucoup d'endurance de force, et puis aussi après sur une semaine, donc les manches durent 1 heure à peu près, on en fait 2 par jour. Donc sur une manche d'1 heure, faut aussi savoir de temps en temps être explosif et puis pouvoir tenir en force pendant 1 heure. Donc c'est un peu un mix des deux. Il y a un petit peu de renforcement musculaire, de muscu, beaucoup de gainage aussi pour se protéger le dos. Et parce que vous avez le dos qui prend c'est beaucoup, souvent, vous êtes souvent en tirage, donc voilà. il faut vraiment le muscler quoi. Le dos prend cher en général surtout sur les carrières qui sont longues aussi. Et ensuite tout ce qui est travail de l'endurance, donc vélo, course à pied. Des fractionnés, de voilà, un l'endurance petit peu de fondamentale. fractionné, de l'endurance fondamentale, des sorties longues des fois. Faut vraiment être quelqu'un de complet en fait, parce que finalement la compétition est super longue, c'est une semaine d'efforts. Et tu peux nous dire un petit peu comment c'est organisé d'ailleurs pour les JO, quel format ça va être? Alors sur les JO, le format est un petit peu plus long parce qu'il y a des journées de réserve au cas où on n'a pas une bonne météo. Donc en général sur les Jeux ça dure entre 9 et 10 jours. Mais sinon, en général, 6 journées de course, donc 5 jours, on va dire, de qualification. Donc 5 jours où on a 2 manches par jour. Une manche, c'est 1 heure de parcours. Donc voilà, on fait 2 par jour. Et ensuite, on a le dernier jour, le 6e jour, on a la medal race qui regroupe les 10 meilleurs bateaux du classement. Et là, en fait, c'est un coefficient 2 sur la manche. Donc les points comptent double. Le premier a 2 points, le deuxième 2 points, etc. Et donc on l'appelle la medal race parce que souvent cette manche-là a plus de poids que le reste du classement et c'est là que vont se déterminer les médailles un petit peu quoi. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment une semaine avec beaucoup de courses et donc physiquement faut être au top quoi. Voilà, physiquement faut être au top. Alors des fois on est beaucoup lié aux conditions météo. S'il y a beaucoup de vent, ça va être assez dur physiquement. Donc si on a 6 jours de vent, ça peut être très 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 dur. Et puis si on n'a pas de vent, c'est plus le côté nerveux, fatigue nerveuse qui va jouer parce que les petits airs c'est plus aléatoire et il peut se passer des choses un peu improbables, imprévues. Voilà. Et toi du coup c'est quoi une semaine de compétition un peu idéale? Là, je crois, récemment, vous avez été championne du monde, là, il y a quelques jours. Alors, c'est vainqueur de la Coupe du Monde, c'est c'est un peu différent, ouais. Tu peux expliquer d'ailleurs la différence? Alors, en fait, les Coupes du Monde, il y a plusieurs étapes, alors que le championnat du monde, c'est vraiment un championnat, alors que les Coupes du monde, il y a un classement à l'issue des Coupes du monde, qui fait voilà. Ok, super. Et mais d'ailleurs, c'est une question que je voulais aussi te poser. Vous avez gagné beaucoup de courses avec Aloïse. Là, c'est 18 derniers mois. Vous êtes en pleine forme. Vous avez même gagné le test event à Tokyo. Ça vous met une petite étiquette vraiment de médaillable et vraiment vous êtes parmi les favorites. Comment est-ce que vous faites toutes les deux pour un peu libérer cette pression et comment est-ce que vous faites pour pas trop vous mettre un peu, je sais pas, une de pression inutile, quoi, tout simplement. C'est vrai qu'avec Aloïse, moi, c'est la première fois que je gagne autant de compétitions. Avec mes précédents équipages, on était régulièrement sur les podiums, mais là, depuis l'année dernière, c'est vrai qu'on a remporté pas mal de courses, donc c'est nouveau aussi pour moi, on va dire, d'être aussi souvent sur la plus haute marche du podium.
Mais donc ouais, on fait avec cette étiquette de favorite. C'est vrai que on commence à être bien collé sur nous maintenant. Ouais. Donc c'est un peu un apprentissage de vivre avec cette pression là. Et puis nous notre philosophie avec Aloïse, c'est de se dire d'accepter en fait cette pression qu'on a et pas essayer forcément de l'enfouir ou de la repousser. C'est plutôt de l'accepter, de se dire je te préviens, je suis stressée, je suis hyper tendue, mais ça va. Je vais essayer de faire de mes manœuvres du mieux possible et de faire mon job à bord. Ouais. Donc ça, des fois déjà rien que de se le dire, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide déjà à évacuer la pression et puis ça permet de s'adapter dans l'équipage parce que si on sait qu'on a quelqu'un de très stressé à bord, et l'une ou l'autre on va pouvoir peut-être reprendre plus de contrôle sur des choses, sur des décisions parce que l'autre est dans un état un peu second, on va dire. Donc c'est ça, souvent on se le dit en fait à bord. J'ai le cœur qui bat rapidement, je suis pas bien, j'ai plus de sensations et donc ça permet à l'autre de reprendre un petit peu le contrôle quoi. Ok, d'accord. Ouais. Bon génial. Et comment est-ce que tu as il me semble que Aloïse elle travaille encore chez Arkea. Toi, est-ce que tu as un contrat ou des sponsors actuellement Alors, on a toutes les deux un emploi à côté, donc c'est des emplois ménagers. Aloïse a un emploi ménager chez Arkea et moi en fait je suis sous contrat avec l'armée, donc ça fait plus de 10 ans que la Marine nationale me soutient. Donc c'est l'ancien bataillon de Joinville qui a rené de ses cendres. Okay. Et donc Nogent-sur-Marne, hein, du coup. Voilà. Et donc l'armée offre des contrats aménagés pour pas mal de sportifs. On est une centaine en fait dans le bataillon de Joinville. Et ça permet de se préparer vraiment à 100% pour nos entraînements. On est complètement détachés. On a quelques retours à faire pour eux en termes de communication, par exemple, ou de présence sur certains événements. Mais voilà, en gros, on est quand même vraiment libre de faire nos entraînements, nos compétitions. Et puis à côté de ça, en commun avec Aloïse, on a aussi deux gros partenaires qui sont Serenis Consulting et Guyot Environnement, qui eux nous permettent surtout de pouvoir acheter tout le matériel pour le bateau dont on a besoin, surtout que dès qu'on veut développer du matériel ou quoi, les budgets sont sans limite, donc ça permet de développer un petit peu de matériel et pour éventuellement aller chercher un petit peu plus de vitesse que nos adversaires. Ouais, c'est clair. Et on le sait pour les très gros bateaux, c'est très important d'avoir effectivement d'avoir des bateaux neufs avec les dernières technologies. Est-ce que pour vous aussi c'est quelque chose qui joue beaucoup? Oui, ça joue autant que moi je le mets autant que le physique, on va dire. C'est notre matériel et le 470, c'est un bateau on vient au jeu en fait avec notre bateau, notre propre bateau. Il y a des règles évidemment à respecter de construction, etc. Mais c'est assez libre en fait, notamment au niveau des constructeurs de mâts, de dérives, de safran. Donc en fait, on peut vraiment développer le matériel qui nous correspond le mieux, qui correspond le mieux à certaines conditions de vent, par exemple. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que vous avez la même démarche que sur des projets, sur des plus gros bateaux, on va dire avec des grosses marques? Est-ce que c'est le même type de relation? Est-ce que c'est des projets très long terme, des sponsors très long terme, ou parce que j'ai l'impression que sur les courses au large, c'est vraiment des partenariats qui vont. Oui, en général, les sponsors en voile s'engagent sur plusieurs années parce que je pense que le retour sur investissement, il se fait aussi sur plusieurs années. Et après, nous, la voile olympique, on est un petit peu entre deux chaises, on va dire, parce que c'est pas complètement, on n'a pas la même visibilité qu'en course au large, où vraiment des sponsors qui s'engagent sur la Figaro, la Route du Rhum, le Vendée Globe, il y a des retours très forts dès le début, quoi. Là, nous, on a un peu moins de visibilité, donc le marquage sur le bateau, il est peut-être moins important. Par contre, ce qu'on valorise plus, c'est de la communication en interne dans les entreprises, souvent pour motiver des équipes ou fédérer des équipes. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. On peut aussi pas mal discuter avec ces entreprises au sein de l'entreprise sur la gestion du stress, la gestion d'un enjeu,
comment rebondir après un échec. Enfin, il y a plein de thèmes qu'on retrouve en commun entre nos projets sportifs et un projet d'entreprise. Donc ça, souvent, on arrive à beaucoup apporter aux entreprises dans ce domaine-là, quoi. Bah écoute, j'ai des petites questions un petit peu de fin, un petit peu classiques que j'aime bien. L'idée c'est un peu de les développer, mais on peut aussi faire un petit peu du tac au tac. La toute première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi. Une bonne journée, c'est quand même lié à une bonne journée sportive, on va dire. C'est quand sur l'eau, on a réussi, on a fait un beau coup tactique, par exemple, et voilà, on a été plus maligne que les autres, on va dire. Donc ça, en général, c'est une grosse satisfaction. Donc là, ça nous est arrivé récemment sur la Coupe du Monde de Miami ou sur la Medal Race, justement, on a même en partant derrière, on a réussi à remonter en étant pas forcément plus vite, mais surtout plus maligne. Donc ça, en général, c'est assez satisfaisant, puis de revenir à terre aussi, de voir que mon fils est en bonne santé et en bonne forme. Donc ça, voilà. Les deux sont liés, on va dire. Ouais, une petite victoire en Coupe du Monde en étant plus maligne et en terminant en famille. Ouais, c'était cool. Mais en tout cas, ouais, j'ai vu un petit peu le récit de votre course là récemment à Miami. Apparemment, vous avez coupé l'herbe sous le pied à tout le monde en prenant un choix risqué aussi. Faut savoir prendre des risques finalement. Alors, sur l'eau. De temps en temps, faut savoir prendre des risques, faut qu'ils soient mesurés, mais c'est vrai que dans le cas de cette Coupe du Monde là, de cette finale de Coupe du Monde, on a été chercher une petite risée sur la droite du plan d'eau que les autres n'avaient pas forcément vu. On s'est placé à un endroit où il fallait aussi qu'elle arrive, cette risée qui permettait d'aller plus vite. Donc c'est souvent faut essayer de saisir sa chance des fois. Vous l'aviez vu avant ? On l'avait vu avant, mais après il faut aussi être capable de l'attendre et de la guetter, quoi. Donc mais ça c'est des situations qui arrivent assez souvent et dans ma tête une des situations, là où ça s'est passé exactement pareil, c'est sur les JO de Rio. En fait, la finale, on était en très mauvaise position jusqu'au dernier bord portant. Et en fait, on a choisi aussi une option avec ma coéquipière. On a vu une zone avec un peu plus de vent que les autres n'avaient pas encore vu. Nous, parce qu'on était derrière, on l'a vu plus tôt que les autres, ou parce qu'on était vraiment à attendre cet espoir de vent, on l'a vu avant les autres, et elle nous a permis de remporter une médaille. Donc c'est souvent lié. Il faut aussi, c'est pas des risques démesurés, mais moi j'aime bien plutôt dire qu'il faut saisir sa chance, quoi. Des fois, faut provoquer un petit peu la chance, quoi. Ok, ouais, peut-être t'as bien raison. C'est quoi ton meilleur souvenir de voile ? Je pense que ça reste la médaille à Rio, on va dire, justement où tout était un peu fini, on va dire. On était dans une position, on n'avait pas cette médaille-là, et puis d'un coup tout s'est retourné et on a réussi à aller chercher la médaille un peu sur un dernier coup un peu inespéré. Et puis aussi le fait d'avoir partagé ça avec ma coéquipière Hélène de France, vraiment c'est des beaux souvenirs de vivre ça à deux, et j'espère qu'avec Aloïse on aura quelque chose de fort à partager comme ça. Là, déjà, on a pas mal de victoires qu'on a partagées ensemble. Donc, j'attends vraiment de partager un autre grand moment comme ça avec elle. Ça change quelque chose un peu d'être médaillé olympique dans le regard des gens ou... Oui, honnêtement, ça change quelque chose et encore plus au jeu. Enfin, pour avoir vécu les deux situations où en 2012, je termine 4e. Et là, on est moins que rien. C'est terrible. Hein. Personne on oublie tout, etc. Ou là, d'un coup, on passe à la position, on est médaillable et c'est les paillettes et c'est, la reconnaissance. C'est une grosse différence pour des fois un tout petit point ou de rien du tout. Donc ça change quelque chose et. Voilà, c'est de la reconnaissance, ça donne confiance en soi aussi, dans plein de choses, pas que dans le sport, dans la vie en général. Donc, ouais. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est quoi ton pire souvenir de compétition ? Mon pire souvenir, à l'inverse, pour moi, c'est la 4e place à Londres, au JO de Londres, justement, où on n'a pas réussi. On était 4e avant la finale, hein, donc on n'était pas sur le podium encore, mais il y a eu un moment où on était dessus, ça pouvait jouer, et au final, nos concurrentes à la 3e place réussissent à regagner quelques points sur nous, quelques places, et donc c'est elle qui reste sur le podium. Donc ça, c'était un souvenir très très dur. J'ai eu pendant pas mal d'années
la phobie des 4e places, même toujours. Hein, c'est vraiment moi, c'est la 4e place. Faut surtout pas m'en parler. C'est Ok. donc voilà. Alors que des fois, ça reste un bon résultat. C'est complètement idiot, mais est-ce qu'on peut être heureux avec une 4e place? Mais pour moi, c'est toujours un sujet un peu sensible, on va dire. Ok, bon, moi je suis sûr que ça va mieux se terminer qu'à Tokyo. Ça en fait aucun doute. Est-ce que il y a eu des rencontres décisives dans ta carrière? Ouh là là, dure question. Je dirais qu'il y a eu plusieurs, hein, Ouais, il y a eu un tournant. Je pense que c'est quand je suis venue à Brest. Donc pour intégrer un sport-études. Donc avant, Ouais. comme je l'expliquais, j'étais originaire du Havre. Je m'entraînais. Il y avait un centre d'entraînement au Havre. Et c'est un petit peu aussi mon entraîneur du Havre, mes entraîneurs du Havre, Francis Le Goff, Cédric Chateau, qui m'ont un petit peu qui m'ont poussé à continuer dans cette voie, qui m'ont peut-être encouragé aussi à aller faire ce sport-études à Brest. Et donc pour moi, ça a été quand même un déclic d'intégrer ce sport-études. Et puis aussi les rencontres importantes. Je pense que c'est tous les entraîneurs que j'ai eus, quoi, parce que finalement ça s'est toujours plutôt bien passé et ils m'ont tous amené quelque chose. Donc voilà, je pense que... C'est quoi la relation que tu as avec ton entraîneur en voile? J'imagine pas du tout. Tu vois, pour avoir fait du tennis, tu vois, je sais que généralement les entraîneurs sont très très présents. Tu vois, dans le tennis, on a un peu l'exemple de Tony Nadal, l'oncle de Raphaël, où tu vois, t'as toujours le coach qui est au bord du terrain, qui analyse, qui parle aux joueurs pendant la compète. Vous êtes sur l'eau, vous êtes coupé. Oui, c'est très différent. C'est quoi la relation que vous avez du coup? Si tu peux un peu faire des analogies ou à l'inverse faire des oppositions avec d'autres sports. Quand on est parti, en fait, une fois qu'on prend le top départ de la Manche, en fait, on est toute seule sur le bateau avec ma coéquipière, donc Aloïse, et on n'a vraiment aucun moyen de communication. On n'a pas de radio, on n'a pas de. Donc l'entraîneur, il va donner ses conseils avant la Manche, mais une fois que le départ est lancé, en fait, il peut plus nous faire aucun signe. Il a pas le droit d'ailleurs de nous faire des signes, donc on est en complète autonomie. Donc je pense déjà dans un premier temps l'entraîneur il va essayer de nous apprendre à être autonome et à prendre nos décisions nous-mêmes quoi. Et voilà, il est là pour nous faire des retours etc. Mais voilà, une grosse partie de ce qu'on fait on doit le faire en autonomie. Donc vous avez plus du débriefing pour voilà, expliquer ce que tu as bien fait et puis préparer les plans aussi, j'imagine. Voilà, et puis après plus on grimpe dans le niveau, plus l'entraîneur il est un peu là en conseiller quoi, en coach. En fait on est autant impliqué dans le projet, dans le planning d'entraînement que lui. On sait ce qu'on doit travailler. Lui il est plus là pour nous accompagner vraiment que pour nous dire fais comme ci ou fais comme ça. C'est toi l'athlète, hein, c'est toi qui sais comment tu marches. Donc, voilà, et puis donc avec Gilda, ça s'est vraiment construit au fur et à mesure. J'ai la chance d'avoir le même entraîneur depuis 8 ans, 2 Olympiades, donc c'est très fort comme relation. Je pense qu'on se connaît très très bien et il sait très bien quels sont mes défauts, je suppose. Bon, voilà, on se connaît. Des fois, il n'y a pas besoin de se dire ce qu'il faut faire. Et voilà. Bon, c'est super. Est-ce que c'est quoi la meilleure ambiance que tu as vécue? La meilleure ambiance sportive. Meilleure ambiance sportive. Ça va paraître encore un peu basique, mais c'est les JO en fait où on a quand même beaucoup plus de public que d'habitude. Nous en voile, c'est même le seul endroit où on peut avoir un public, où on va passer devant le public, faire coucou. Enfin voilà, nous on n'est pas dans un stade avec des supporters, etc. Donc on a personne qui va faire une hola quand on va couper la ligne d'arrivée. Donc on est toute seule dans notre bateau à ce moment-là. Et les jeux, vous passez la ligne d'arrivée, vous savez même pas si vous êtes premier voilà, il ou faut encore attendre une délibération de jury, etc. Enfin bref, donc ça c'est un peu particulier. Et au jeu, on arrive à avoir cette ferveur de supporters. Donc ça c'est assez rigolo, assez étonnant. Ouais. Ok. Est-ce que tu avais une idole quand tu étais plus jeune? J'ai jamais été quelqu'un de très fan à afficher des posters ou des trucs comme ça, mais quand même la médaille d'or de Faustine Méret, donc en planche à voile en 2004, m'a vraiment marqué quoi. Et puis en plus j'ai continué à croiser Faustine pendant toutes ces années parce qu'elle a été directrice du pôle, elle a encadré un petit peu ma préparation physique, donc c'est voilà, Ok.
j'admire son parcours quand même. C'est vrai que c'est quelqu'un, c'est un nom qui ressort très souvent dans l'équipe de France de voile et quelqu'un qui a beaucoup marqué, j'imagine. Donc, en tout cas, on n'en dit que du bien. Donc, peut-être je devrais l'inviter. Je vais réfléchir. Est-ce que tu as des regrets dans ta carrière? Non, finalement, je vois pas de regrets pour le moment. Et je suis plutôt contente de ce que j'ai réussi à faire jusque-là. Donc, c'est clair. Non, pas de regrets pour le moment. Tout fait partie de ton parcours, donc tu vois. Voilà, je suis pas quelqu'un qui regrette ou qui regarde en arrière et me dire j'aurais dû faire comme ci, comme ça. Je suis plutôt en général, ça passe assez vite avec moi. Je mets ça derrière et puis je me projette vite sur autre chose. Mais c'est une particularité que j'ai trouvée chez les grands champions. Mais parce que là, du coup, je commence à me spécialiser. Ouais. Mais c'est quelque chose que j'ai vu finalement chez beaucoup d'athlètes de haut niveau, c'est que cette capacité à mettre vite les choses de côté et à mettre vite les mauvaises étapes de côté. Tu vois, je te disais que hier j'étais avec Alexis Anquincan. Bon il lui est arrivé quelque chose de dramatique dans sa vie. Mais la première chose qu'il a fait quand il s'est réveillé de son lit, sur son lit d'hôpital, c'est de se dire avec quel sport je vais pouvoir me relancer et avec quel sport, sur quel sport je vais m'éclater, quoi. Et c'est vraiment quelque chose, un point commun que je trouve à beaucoup de champions, quoi. Je pense qu'il faut pas avoir de regrets toute sa vie parce que sinon on n'avance pas et en fait finalement de passer à autre chose, de se reprojeter dans autre chose, ça permet de vraiment rebondir. Finalement, de regretter, en fait, on n'apprend rien, on n'apprend pas forcément, on n'en tire pas des leçons. Donc, faut essayer de tirer des leçons de ce qu'on a loupé, mais il faut pas regretter, quoi. Ouais, exactement. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Tu te vois où dans 10 ans? Je sais pas. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à faire. Quand on me demandait à l'école ce que je voulais faire plus tard, j'arrivais jamais à dire ce que je voulais faire. Je navigue toujours un petit peu à vue. J'essaye de prendre les opportunités comme elles viennent. Ça fait pas mal de temps que je navigue en 4-7, donc peut-être qu'un jour il sera temps de passer à autre chose. Le fait que les Jeux soient à Paris en 2024, ça aide pas forcément à tourner la page. C'est clair, ouais. Mais on verra. Il y aura peut-être un deuxième en fond. On verra. Ouais, ok, bon, on dit rien. Mais d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais j'ai un petit trou de mémoire sur les sports de voile qu'il y a au JO. Parce qu'il y a le catamaran, il y a le 4-7. Ouais, il y a 10 disciplines olympiques en voile. Donc il y a catamaran mixte, il y a planche à voile homme, planche à voile femme, pardon. 4,70 hommes, 4,70 femmes. Laser, donc c'est des riveurs solitaires hommes, laser solitaire femmes. Et j'en oublie, et le fin. Ok. Et c'est tout. Ouais. Et 49er hommes et 49er femmes. C'est quoi le 49er? C'est un bateau un peu plus planant, un peu plus puissant. Donc c'est pour des plus gros gabarits, on va dire, que le 4,70 où on est plutôt des petits gabarits. Ouais. C'est pareil, c'est un dériveur double. Ok. Ouais, mais je vois, je me souviens maintenant. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur? Il y a jamais de bonne réponse. Il y a jamais de bonne réponse à cette question-là. Ouais, c'est pas facile. Si, quelque part la peur, c'est de pas réussir à Tokyo, par exemple, parce que c'est quand même un projet qui est très fort, donc ne pas réussir ce challenge, on peut avoir peur de pas réussir après. Ouais. Voilà. En plus, ça doit être super dur parce que vous avez beaucoup de faits de course qui peuvent arriver. Je pense qu'il y a une incertitude qui est peut-être plus élevée que sur certains autres sports. Je pense que dans les sports de nature, il y a toujours la part d'incertitude, elle est plus forte que dans les autres sports fermés en stade, en piscine, où on connaît son niveau de forme, on connaît son chrono, ce qu'on est capable de faire. Là, c'est vraiment... ça va dépendre des conditions, ça va dépendre des autres. Et puis, il y a toujours cette part un peu aléatoire du vent, de l'état de la mer, de combien de courses il y aura, parce que aussi bien il y a 11 manches de programmées, mais aussi bien on n'arrivera pas à toutes les faire. Enfin il y a tout ça qui est complètement imprévu et puis aussi bien il y aura un typhon pendant les JO, on n'en sait rien quoi, c'est vraiment il peut se passer beaucoup de choses, c'est encore loin. Tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Meilleur conseil qu'on m'ait donné. Je suis nulle à ces questions-là. Quand même, je trouve que la psy qui s'occupe de notre préparation mentale, Émilie Pellos, elle me donne quand même pas mal de bons conseils. Et un des plus forts conseils que j'ai appris, c'est d'accepter de vivre avec cette pression, finalement, et puis si un des meilleurs conseils, une phrase que je retiens aussi beaucoup, c'est mon ancienne coéquipière Hélène de France qui me disait où je disais j'espère qu'on va réussir. Elle me dit bon, mais pourquoi pas, pourquoi ça le ferait pas, quoi. Enfin, elle dit assez naïvement, puis du coup des fois je me répète cette petite phrase naïve, pourquoi ça le ferait pas, quoi. Donc ça, je trouve ça assez bon. Ouais. T'as abordé la préparation mentale, c'est quelque chose qui t'a fait du bien et quelque chose que tu recommandes, toi, avec le recul? Ouais, c'est quelque chose d'essentiel, quoi. Ouais. C'est vraiment... Ça fait combien de temps à peu près? Ça fait vraiment, on va dire, 8 ans que voilà, je me plonge vraiment dessus. En fait, je pense à partir du moment où notre niveau technique, il est très bon, où on peut être au top niveau comme les autres. Après, c'est aussi la part mentale qui va jouer. On voit, la part mentale, elle est aussi importante que la préparation physique, on va dire. Ouais. Et il faut rester lucide, prendre des décisions assez rapides, où il y a beaucoup de paramètres aussi qui rentrent en jeu en voile, beaucoup de paramètres extérieurs, le vent, les vagues, les adversaires, et tout ça, ça peut des fois se mélanger dans la tête, et donc la préparation mentale des fois va aider à mettre les priorités, mettre les choses dans les bonnes cases, quoi. Ok, ouais, mais c'est quelque chose, je suis un peu surpris, je trouve, en France comparé et aussi, en préparation mentale, ce qui est important quand on navigue en double, c'est la relation qu'on a avec l'autre aussi sur le bateau. Ouais. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on bosse aussi en préparation mentale avec ma coéquipière. C'est bien s'entendre, bien se connaître, c'est de communiquer de la meilleure manière possible, pas laisser forcément transpercer nos émotions parce que ça peut perturber l'une et l'autre. Enfin voilà, on essaie vraiment de bosser là-dessus. Communication non violente, j'imagine, essayer de créer des automatismes. Ouais, voilà, créer des automatismes, utiliser un vocabulaire en commun, voilà. Ah, ok. Mais je te disais juste avant, je suis un peu surpris il y a peu d'athlètes qui utilisent vraiment, qui vont au bout des choses dans la préparation mentale. Il n'y en a pas tant que ça. Et je suis un peu surpris qu'en France, on n'insiste pas un petit peu plus là-dessus parce que il y a certains pays où ils en font beaucoup plus. Et les résultats sont assez probants, quoi, tu vois. Je pense des fois le déclic il peut mettre un petit peu de temps et tout, mais en tout cas à chaque fois moi je suis persuadé des bienfaits et je le recommande à tout le monde, quoi. Donc ouais, je pense que ça prend une part de plus en plus importante. Peut-être qu'avant on mettait en avant plus les conditions physiques, alors qu'en fait il y a mental finalement joue une part très importante, même dans les sports chronométrés, je suppose. Bien sûr, tout autant. C'est de la concentration, c'est la visualisation. Des fois, c'est pas forcément évident de trouver la bonne personne avec qui s'entourer, mais je pense que. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu recommandes souvent ces derniers temps? Ça fait un bout de temps que je n'ai pas regardé de film, ni que j'ai lu fini un bouquin, mais. Mais tu m'as dit que t'écoutais la des faute podcasts. À mon fils. Ouais. Tu m'as dit que t'écoutais des podcasts, du coup, peut-être que t'es un podcast à recommander. Les extraterriens, bien sûr. Bah ouais, avec plaisir. Non, mais j'aime beaucoup, j'écoute pas mal de radio et quelques podcasts, effectivement, sur le sport ou les actualités, quoi. Ok. Où est-ce qu'on demande aux auditeurs un petit peu de te suivre et de suivre un peu votre actualité? Comment est-ce qu'on leur dit de vous encourager? Ça se passe surtout sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook et sur Instagram. Donc on a une page d'équipage avec toutes les actualités sportives, donc qui s'appelle sur Instagram c'est Camille Aloïse 2020 et sur Facebook c'est objectif or à Tokyo. Je me rappelle plus le nom exact, mais en tapant je mettrai les liens, ouais. et on a une page d'équipage avec nos deux noms et
Voilà, il y a pas mal d'actualités. La prochaine actualité, ça va être le baptême de notre bateau, du bateau qui sera sûrement celui qu'on aura au jeu, donc dans 2 jours à Brest. Donc voilà, avec un parrain d'exception. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce bateau ou pas sur le parrain? De toute façon, ça va sortir après, mais en tout cas, j'ai hâte de voir quoi. Ouais, donc on a reçu un nouveau bateau, donc qui est construit en Nouvelle-Zélande et voilà qu'on a préparé bien vraiment aux petits oignons avec le matériel dont on avait envie grâce à nos partenaires et voilà, on espère que ce bateau-là va être super rapide. Ok. C'est pas un petit peu c'est pas un peu stressant de le faire à 6-7 mois des jeux là? Ça laisse le temps. Ouais, ça laisse le temps. Non, c'est bien, c'est le bon moment. Ça laisse le temps d'éprouver un peu le bateau aussi parce que faut vraiment éviter la casse quoi. La casse c'est interdit quoi. Au JO c'est vraiment interdit. Donc on aura le temps de vraiment optimiser le bateau, être sûr que rien ne va casser et puis il sera encore en super état pour les jeux. Donc non, c'est le bon moment. Ok, bon j'encourage tous les auditeurs à aller jeter un coup d'œil sur vos réseaux sociaux pour voir à quoi il ressemble et pour savoir qui est ce fameux parrain. Voilà. J'essaierai de savoir en antenne, mais je n'aurai peut-être pas le scoop. Écoute, c'est super. On arrive à la toute dernière question, à savoir est-ce que tu as un sportif ou une sportive à me recommander d'aller interviewer parmi les gens que tu connais ou que tu ne connais pas d'ailleurs. Et il peut y en avoir plein. J'adore avoir des recommandations. Alors le premier nom qui me vient à l'idée en fait c'est Jean Galfion. J'adore. C'est une autre génération peut-être, ouais. Mais j'ai fait sa connaissance parce qu'en fait on partage le même sponsor Serenis Consulting et en fait le parcours de Jean pour moi il est incroyable parce qu'il est passé de la perche à la course au large. Je pense que la voile c'était sa deuxième passion. Il était embarqué sur la Coupe de l'Amérique il y a plusieurs années et puis maintenant il se lance en course au large et en fait je trouve que c'est hallucinant le parcours qu'il a parce que reprendre un nouveau sport comme ça demande beaucoup d'humilité et vraiment moi je suis assez admirative de ce qu'il fait quoi. D'accord, ok. Bon écoute, je retiens pour la reco parce que c'est vrai que Jean Galfion, j'avais pas pensé, mais il a marqué mon enfance quoi. Oui. On le voyait, je sais plus, il était, c'était quelqu'un de très apprécié quoi et dont j'ai un très bon souvenir, donc j'irai le voir. Je vais essayer de lui envoyer un petit mail. C'est un marin maintenant. Ouais, exactement. Mais ouais, je suis surpris en plus. Il y a pas mal de sportifs qui se mettent à la voile un petit peu sur le tard et du coup il y en a beaucoup qui chopent le virus donc oui et c'est pas forcément facile pour eux. Je pense aussi d'ailleurs à Aurélien Ducrot qui vient du ski donc c'est pas facile pour eux parce qu'on parlait justement de cette expérience qui s'accumule au fil des années. Eux il leur manque cette expérience de jeunesse mais finalement je pense qu'ils arrivent à compenser ça par les sports à haut niveau qu'ils ont fait avant donc voilà. Tout à fait. Écoute, merci beaucoup Camille. Merci à toi. C'était vraiment un super plaisir de te rencontrer et puis écoute, j'encourage tous les auditeurs à aller te suivre, à aller t'envoyer des petits messages d'encouragement et on croise les doigts pour cet été. Merci beaucoup. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!